Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes, une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Chers téléspectateurs, nous allons vous faire revivre les temps forts de la visite du président de la République, le professeur Alpha Condé, au bataillon spécial de Conakry, 6 au camp Alpha Yaya Diallo, dans le cadre de la relance de l'usine militaire. Suivez le commentaire de notre envoyé spécial, l'adjudant-chef Sekou Kamano. Améliorer les conditions de vie et de travail des hommes en uniforme, c'est l'ambition affichée par le commandement militaire en cette phase de réforme du secteur de défense et de sécurité. Dimanche 17 décembre 2017, le président de la République, chef des armées, arrive au BSC, bataillon spécial de Conakry. En ligne de mire, la relance de l'usine militaire aux arrêts depuis plus de 10 ans. Après un accueil chaleureux, le chef de corps du BSC plante le décor. Permettez-moi, au nom des militaires du camp Alpha Yaya Diallo et de leurs familles respectives, de vous adresser une chaleureuse bienvenue au sein de notre garnison. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le bataillon spécial de Conakry est très honoré de votre visite. Le camp que vous avez l'insigne honneur de visiter aujourd'hui est le plus grand de la République de par sa superficie, son effectif et sa valeur combative. Sous le joug colonial, il fut créé dans le cadre du regroupement des militaires tirailleurs sénégalais en partance et en provenance de Dakar. C'était un lieu de transit. Il portait le nom du général français Brosset. Il a fallu le lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, précisément le 7 avril 1959, pour voir le nom d'un héros national, Alpha Yaya Diallo, remplacer l'appellation coloniale. Il regroupe en son sein 5 bataillons, qui sont le bataillon des troupes aéroportées, le groupement d'artillerie, le bataillon spécial des blindés, le bataillon de musique, la portion centrale, une école militaire interarmée, et une agence de services d'action pour le développement ASCAD et maintenant une unité industrielle. Excellence, Monsieur le Président, la courageuse réforme du secteur de défense et de sécurité entreprise par vous lors de votre arrivée à la magistrature suprême de la Guinée a eu un impact positif tant sur le plan national qu'international. La construction d'une infrastructure industrielle par les amis turcs dans notre camp est la suite logique de la confiance que l'opinion internationale ne cesse d'accorder à votre personne. Excellence, Monsieur le Président, les militaires du camp Alpha Yaya se joignent à moi pour manifester tout leur soutien pour la réalisation des difficiles mais nobles tâches qui vous attendent. Fruit de la vaste coopération bilatérale guinéo-turque, la réhabilitation de cette usine militaire est assurée par la société Carcat SA. Elle devrait être opérationnelle dans 3 mois. La société Carcat est une société turco-guinéenne. Carnaval qui est la partie turque et Catex International qui est la partie guinéenne. L'armée guinéenne aussi participe dans cette action. Et cela grâce à vous, Monsieur le Président. Le coût de l'investissement s'élève à 32 millions d'US $.
Cette usine est construite sur une superficie couverte de 8400 mètres carrés. Elle doit employer 1558 personnes, dont 58 experts turcs. Les 1500 Guinéens confondus armés et civils. Cette usine a une production annuelle de 720 000 tenues. Nous fabriquons l'habillement et accessoires militaires, police, gendarmerie, aussi les tenues des étudiants, des élèves et tenues de ville. Nous avons une cantine de 800 couverts qui va fonctionner en 2 rotations pour éviter l'arrêt de l'usine pendant le déjeuner. Nous aurons un dispensaire pour le premier soin, une mosquée et une crèche pour les enfants des familles militaires. L'usine sera composée d'un bloc de tissage et impression qui va être actuellement à l'école SCAD. 2 blocs de coupe et confection, un bloc de fabrication de chaussures, un laboratoire de contrôle de tissus. Excellence, Monsieur le Président, nous allons et nous vous promettons qu'en mi-2018, nous avons prévu de faire une usine de matelas à ressort. Vous avez lancé la Guinée sur la voie du développement industriel. Et grâce à vous, la Guinée sera bientôt l'un des pays africains le plus industrialisé. Nous vous promettons, Excellence, que nous ferons d'autres usines prévues dans votre programme. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale a réitéré la détermination de l'armée guinéenne à accomplir ses missions régaliennes de défense du territoire et de protection des personnes et de leurs biens, conformément à la réforme du secteur de sécurité. Monsieur le Président, votre présence ce matin nous réconforte à plus d'un titre parce qu'elle est la preuve, si besoin en est, de votre attachement au succès des réformes que vous avez bien voulu engager pour mieux qualifier nos forces de défense et de sécurité. Cela démontre votre souci constant de faire de l'armée guinéenne une institution respectable au service de la République de Guinée pour non seulement la défense, mais aussi et surtout pour contribuer à son développement socio-économique. Nul besoin de rappeler ici les hauts faits de notre vaillante armée. Ils sont inscrits en lettres d'or des livres de l'histoire de notre continent. Vous me permettez simplement, Monsieur le Président de la République, d'indiquer votre ferme volonté et notre ferme volonté aussi à nous tous ici réunis de participer de façon efficace à la mise en œuvre de votre politique de défense. Puisque les faits parlent mieux que les mots, je me fais le devoir de vous transmettre les remerciements chaleureux de l'ensemble des hommes des forces de défense et de sécurité pour les immenses efforts fournis dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Votre déplacement de ce matin s'inscrivant d'ailleurs dans le même registre. Tout le monde le sait, Monsieur le Président de la République, vous êtes un combattant aguerri. L'armée guinéenne est fière d'avoir à sa tête un soldat de votre trempe, capable de relever tous les défis qui se dressent sur son chemin avec courage et détermination. Pour ce faire, nous sommes au garde-vous, prêts à suivre les instructions du chef d'État, chef des armées. En réponse, le président de la République s'est adressé à la troupe en ces termes.
Ministre de la Défense, Monsieur le ministre d'État conseiller spécial, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et soldats, Madame l'ambassadrice de la Turquie, Messieurs les représentants de la société Karkat, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une usine militaire avant qui avait disparu. Nous sommes très heureux donc que de nouveau l'armée guinéenne puisse disposer d'une usine pour fabriquer ces tenues. Car nous savons qu'aujourd'hui, les tenues sont disparates et parfois les militaires sont obligés d'aller chercher leurs tenues au marché. Grâce à cette usine, alors l'armée guinéenne, dans toutes ses composantes, aura la même tenue selon les corps. Donc c'est extrêmement important. Comme vous l'avez dit, ce camp avait été créé pendant la période coloniale. Mais comme je l'ai rappelé, de toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique centrale et de l'Ouest, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir. La France, à la sortie de la guerre, voulait utiliser nos barrages pour transformer notre minerai de fer et notre bauxite en aluminium et en acier. Donc, développer une très grande usine de sidérurgie et d'aluminium dans notre pays. Lorsque la France s'est rendue compte qu'elle allait perdre la guerre de Chine, où le Tonkin était celui qui fournissait le riz à l'Union française, le colonisateur français a décidé de faire de la Guinée le grenier de l'Union française pour remplacer le Tonkin. Pourquoi alors, si nous étions premiers à un tel avenir, pourquoi sommes-nous devenus après le pays un des plus arriérés d'Afrique de l'Ouest? La première, c'est les conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance, comme je l'ai appelé. En 1958, seul le peuple de Guinée a osé dire non et prendre l'indépendance. Ce que le général de Gaulle a mal pris en estimant que c'était un mauvais exemple que les autres pays pouvaient suivre. Pour que cela ne se fasse pas, avec la complicité de certains États, de certains chefs d'État, il a monté toute une action de déstabilisation contre la Guinée. Ce qui a mené l'ancien Premier ministre Bombadiga à écrire le gouvernement français pour dire cesser d'utiliser la Casamance pour déstabiliser la Guinée. Cela a entraîné donc l'ancien président à être comme un lion en cage dont la préoccupation essentielle était de sauvegarder son pouvoir. Si à côté des vrais comploteurs, il y a eu beaucoup d'autres victimes innocentes qui sont brisées par le camp Boiro. Il faut rappeler l'histoire, c'est extrêmement important. Ensuite, la Deuxième République, tout de suite, le Fonds monétaire nous a imposé les ajustements structurels, ce qu'ils appelaient déflation. Il fallait licencier 40 000 fonctionnaires, etc. Pourquoi? Le président Conté était un militaire. Il a dit, moi je ne connais pas, je suis militaire. Si c'est bien fait, ça veut dire que si les premiers ministres et les ministres avaient réellement travaillé, la Guinée serait loin aujourd'hui. Donc, s'il y a eu la mauvaise gestion, si des usines ont disparu, le président de Conté n'a aucune responsabilité. Parce qu'il a dit, je suis militaire, je ne connais pas. Si c'est bien fait, le moment venu maintenant, nous allons commencer à faire le bilan réel de ce qui ont géré, qui s'agite aujourd'hui, pour voir comment ils ont entendu ce pays. Toutes les usines créées sous la Première République ont disparu et n'ont pas été remplacées. L'armée avait des activités économiques, l'usine de Mamou, les FAPA, etc. L'armée donc avait un rôle économique important, non seulement au niveau de l'agriculture avec les FAPA, mais au niveau aussi de la direction des usines. Tout ça a disparu. Et la Guinée, qui avait un très grand prestige sur le plan international, où l'armée guinéenne s'est montrée vaillante en Guinée-Bissau, en Angola, au Congo-Kinshasa, au Mozambique, etc. Et nous ne voulons jamais que Mandela et Mbeki ont fait leur formation militaire à Kindia. Mais ils sont arrivés à un moment donné, c'est comme si la Guinée avait disparu dans l'océan. Quand vous dites Guinée, on dit Guinée équatoriale ou Guinée-Bissau. Voilà ce qu'on était devenu. Mais aujourd'hui, la Guinée a retrouvé la place qu'elle avait avant et même mieux. Voilà la nouvelle Guinée. Et je vous ai dit quand je suis devenu président que j'héritais d'un pays, pas d'un État. Tous les autres pays avaient eu le PPTE, l'annulation de la dette, sauf nous. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de route.
Mais ce n'est pas l'effet de Dieu, c'est des gens qui ont géré, qui sont responsables. Le moment est venu maintenant de dire qui est qui a fait quoi. Parce que ceux qui ont mis le pays à terre s'agitent. Alors, le peuple de Guinée, surtout la jeunesse, doit maintenant savoir qui est qui a fait quoi pour que la Guinée soit en retard. Mais quand j'ai été élu, j'ai dit que la Guinée is back. J'ai dit que la Guinée sera plus que ce qu'elle était sous la Première République. J'ai dit une phrase qu'on a déformée. J'ai dit que j'ai pris la Guinée là où le président Sékou Touré l'a laissé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le président Sékou Touré a amené l'indépendance, qu'on veuille ou pas, c'est lui qui a été le champion du non en 1958. Mais il n'a pas pu donner l'indépendance économique à la Guinée. Moi, mon rôle, donc, c'est de donner l'indépendance économique à la Guinée. Voilà ce que je disais, ce que j'expliquais, même si certains ont voulu déformer. Aujourd'hui, la Guinée a repris sa marche en avant. Mais si nous ne voulons pas être condamnés à être un pays fournisseur de matières premières et marché déversoir des produits occidentaux, des produits occidentaux aux autres pays, nous devons nous industrialiser. Ce qui suppose que nous devons maîtriser l'énergie. Vous savez que je suis le président du conseil d'administration pour l'énergie renouvelable au niveau de l'Afrique. Et je vous dis que 7 Africains sur 10 en Afrique du Sud du Sahara n'ont pas accès à l'énergie. Mais sans énergie, on ne peut pas nous développer. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé à faire les barrages. Après Kaleta, Swapiti, Kukutamba, et Fumi, etc. Sans compter l'énergie solaire. Et ensuite, on ne peut pas se développer sans infrastructures routières et ferroviaires. On ne peut pas se développer non plus sans des hôtels. Lorsque je suis arrivé avec l'hôtel Novotel, quand vous passez une nuit, vous ne devez plus passer une deuxième nuit. Aujourd'hui, d'ici 2 ans, nous n'aurons plus d'hôtels que tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, la Guinée est devenue aujourd'hui une destination. Lorsque nous avons signé un accord avec la Chine pour 20 milliards, ceux qui sont contre la Guinée, qui ne veulent pas vendre, on dit qu'on a vendu la Guinée. J'explique à tout le monde l'accord que nous avons signé. C'est le meilleur accord qu'un pays africain ait jamais signé. Parce que nous n'avons hypothéqué aucune de nos mines, ni donné en trop. C'est les royalties que les sociétés chinoises qui exploitent vont nous servir pour rembourser. Mais lorsque nous étions à Paris, pour notre plan quinquennal, nous avons besoin de 14 milliards de dollars. Nous en avons obtenu 21, public, privé confondus. Je veux dire à l'armée guinéenne donc, et bien sûr nous avons traversé des épreuves difficiles. Bien sûr la situation des militaires en général n'est pas ce qu'il faut. Mais j'ai dit toujours aux officiers généraux, ils doivent veiller, aux officiers généraux, aux officiers, ils doivent veiller sur les conditions sociales des soldats. Si le gouvernement veille sur l'armée, il est du rôle des officiers aussi de veiller sur les conditions sociales de l'armée. Aujourd'hui, puisque nous avons fini notre plan, premier plan formel avec le Fonds monétaire, nous avons fait un deuxième plan qui nous donne plus de souplesse. Il faut que l'armée retrouve plus que sa gloire d'antan. Les parachutistes n'étaient parachutistes que de nom. Ils ne sautaient pas. Un parachutiste qui ne saute pas, ce n'est pas un parachutiste. J'ai dit ça souvent à Diarra, à me moquer de lui. Mais maintenant, les Marocains sont venus pour entraîner nos parachutes. Il faut que nous ayons des véritables parachutistes. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Normalement, au Mali, ça doit être tournant. Mais depuis que l'armée guinéenne est à Kidal, on n'a jamais pu obtenir la relève avec les autres. Parce que tout le monde a peur d'aller à Kidal. Bien que nous ne sommes pas des hommes du désert, comme Idriss Déby, les soldats d'Idriss Déby, nous sommes à Kidal. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que notre armée fait à Kidal. Lorsque j'étais à la fête d'indépendance à Zéro Corée, il y avait eu des événements et les populations s'étaient réfugiées au camp. Je leur ai dit, il y a 5 ans, est-ce que vous allez réfugier au camp? Je ne dis jamais. Donc aujourd'hui, le peuple a confiance en l'armée. Pourquoi ils sont réfugiés au camp? Parce que nous avons aujourd'hui une armée républicaine. Bien sûr, la réforme a été dure, elle n'a pas été facile. Parce qu'on avait beaucoup de mauvaises habitudes. Tous les gens étaient gradés. Lorsque j'ai été attaqué et que j'ai voulu grader mes jeunes qui m'ont défendu, je leur ai dit, je vais vous grader jusqu'à adjudant. Mais vous ne pouvez pas devenir sous-officier sans aller à l'école militaire. Ils m'ont dit, président, on est d'accord. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des colonels qui ne savent pas écrire leur nom? Ils disent, c'est ça que nous ne voulons plus. Donc, l'armée guinéenne n'était plus une véritable armée. Aujourd'hui, d'après vous avez dit qu'on n'était plus dans les missions des Nations Unies. Aujourd'hui, non seulement nous avons des troupes, mais on nous demande d'augmenter. On nous a dit d'envoyer des troupes à d'autres endroits, je n'ai pas voulu.
Parce que le Mali et la Guinée, comme a dit le président structuré, c'est deux poumons dans un même corps. Mais si nous voulons bien envoyer nos troupes, aider nos frères, nous ne voulons pas non plus envoyer nos troupes à l'abattoir. C'est pourquoi nous sélectionnons les missions que nous acceptons de confier à nos soldats. Donc, je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds ont confiance en nous. Les hommes d'affaires ont confiance en nous. L'armée ne va pas seulement être une armée qui défend le territoire et l'indépendance de notre pays. Il faut que ce soit une armée qui ait une activité économique importante. C'est pourquoi nous allons renforcer le génie militaire, le génie agricole qui a déjà commencé à cultiver à Mandiana, à Koba et à Dingirai. Le génie militaire doit participer avec la SONAPI à la construction des bâtiments. Il doit participer avec les sociétés chinoises qui viennent pour les routes à la construction des routes. Et le génie agricole doit davantage se renforcer. C'est pourquoi nous avons donné des missions très précises au colonel Sandé pour que nous n'ayons plus besoin d'importer des riz pour l'armée. Que l'armée produise le riz dont il a besoin. Car nous allons produire le riz pour tous les pays pour être suffisant. Mais si l'armée a des activités économiques, cela aussi renforce l'armée. C'est pourquoi nous avons voulu que l'armée soit actionnaire de cette usine. En plus des infrastructures que nous avons mis à la disposition de nos partenaires, nous avons dégagé plus de 3,5 millions de dollars pour une participation, pour que l'usine ne soit pas seulement une usine appartenant à nos partenaires, mais que la Guinée, à travers son armée, soit aussi actionnaire de cette usine. Voilà ce qu'est notre politique aujourd'hui. Nous voulons développer notre pays, mais en faisant confiance à nos citoyens, à nos cadres, à nos hommes d'affaires. C'est pourquoi nous voulons faire des partenariats publics-privés et privés-privés. Nous sommes prêts à collaborer avec toutes les sociétés privées étrangères, parce que l'État seul ne peut pas développer le pays, il faut des investissements privés. Mais nous ne voulons pas que les étrangers soient les seuls à investir. C'est pourquoi nous voulons faire confiance aux hommes d'affaires guinéens pour les accompagner et les permettre d'être des partenaires de ceux qui viennent de l'extérieur. À mon élection, l'Union africaine a mis comme point à son programme, son objectif, investir dans la jeunesse. Car nous savons que l'Afrique a une population jeune. 7 Africains sur 10 à moins de 35 ans. Et si nous n'arrivons pas à donner l'emploi à cette jeunesse, l'histoire nous condamnera. La preuve, l'histoire nous condamne déjà quand on voit nos jeunes mourir dans les eaux de la Méditerranée. C'est vrai qu'il y a la responsabilité de ceux qui nous ont colonisés, ont exploités. Mais comme a dit dernièrement le président du Ghana, nous avons notre propre responsabilité. Car si nous gérons bien nos pays et que nos ressources sont consacrées aux personnes les plus défavorisées, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les paysans, nos jeunes n'auront pas besoin d'émigrer. C'est pourquoi il est fondamental que la Guinée s'industrialise afin que les jeunes Guinéens trouvent le bonheur ici, non pas dehors. En tant que président de l'Union africaine, je vais vous montrer un exemple. En décembre et en janvier, nous allons multiplier les groupements d'intérêt économique des jeunes afin que le mot d'ordre de l'Union africaine au moment où j'ai été élu, la Guinée soit le premier pays à l'appliquer correctement, concrètement et rendre compte au prochain sommet. Voilà ce que je dis à la jeunesse, voilà ce que je dis aux femmes, voilà ce que je vous dis. Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'armée guinéenne, parce que c'est une armée républicaine. Le peuple a confiance en l'armée. Et lorsque je suis venu, les militaires se baladaient, rentraient dans les taxis partout avec des kalachnikovs. Des chars étaient partout. Les militaires allaient dans les bars. Et ça, ce n'est pas une armée. Aujourd'hui, aucun militaire ne peut sortir du camp avec un fusil. Aucun militaire ne peut aller dans un bar en tenue militaire. Voilà. Donc, l'armée guinéenne aujourd'hui n'a rien à envier aux armées des autres pays africains. Nous voulons que l'armée guinéenne soit plus que les autres armées, s'il plaît à Dieu, avec cette réforme et les moyens dont la Guinée va disposer progressivement, cela va venir. Évidemment, on ne peut pas tout faire en un jour, mais nous allons faire en sorte que partout les militaires guinéens iront, qu'ils puissent relever la tête, qu'ils soient fiers parmi leurs collègues des autres pays. Voilà ce que je suis venu vous dire. Mais j'insiste encore auprès des officiers. Les officiers doivent veiller aux conditions sociales des soldats. Car si on ne veille pas aux conditions sociales des soldats, cela ne fera pas une bonne armée. C'est pourquoi la justice doit régner dans l'armée.
Les grades doivent se faire dans la transparence, non pas par copinage, ethnocentrisme ou familial. Il faut que les gens soient gradés en fonction de leurs valeurs. Bien sûr, nous avons dans l'armée des gens qui n'ont pas été à l'école. On ne peut pas leur dire qu'il faut qu'ils aillent à l'école. C'est pourquoi on a prévu aussi que les gens puissent passer d'un grade à l'autre par ancienneté. Mais nous voulons que notre armée soit progressivement une armée où tous les sous-officiers, les soldats, les officiers sont formés à l'école militaire afin que dans l'économie moderne aujourd'hui où nous sommes, avec la cybercriminalité, etc., si nous ne maîtrisons pas les nouvelles technologies, notre armée ne sera pas à la hauteur dans la bataille que nous menons aujourd'hui contre le terrorisme. Voilà ce que je finis de vous dire en vous demandant de faire confiance au pays. Ceux qui écrivent, qui racontent des histoires pour désinformer les Guinéens, nous allons mettre à nu leur gestion. Parce que les jeunes n'étaient pas là, mais vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé. La Guinée va aller de l'avant. Aujourd'hui, notre coopération se développe. Notre coopération se renforce avec Abu Dhabi, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, avec la Chine, avec la France, mais elle va se renforcer aussi avec la Jordanie. La Guinée est devenue une destination prisée par beaucoup de monde. Donc, ayez confiance en l'avenir de votre pays. Mais la force d'une armée, c'est la discipline. La discipline, la discipline. Le respect de la hiérarchie. Mais la hiérarchie aussi a l'obligation. Si la discipline doit amener les soldats à obéir à la hiérarchie aussi doit veiller aux conditions concrètes, aux conditions sociales des soldats. C'est ça qui fera que notre armée soit une armée forte. Voilà le message que je voulais adresser aux officiers supérieurs, aux généraux, aux chefs d'état-major, au commandement de la gendarmerie, aux officiers et aux soldats. Vive l'unité de la Guinée, vive la coopération turco-guinéenne. Ce qui n'est pas étonnant, parce que Erdogan, c'est mon frère, et nous pensons la même chose, nous avons la même façon d'agir. Merci. La relance de ce complexe industriel devrait permettre la production chaque année de 720 000 tenues pour 15 000 emplois nationaux. Une dynamique, preuve de la volonté des autorités de la Troisième République de doter l'armée guinéenne de matériel et équipements de qualité. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'intégralité de la visite du président de la République au bataillon spécial de Conakry, 6 au camp Alfaya Diallo, dans le cadre de la relance de l'usine militaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Bonsoir, à la prochaine pour d'autres émissions. Sorry.